Jayant Sengupta, que je connais depuis bien plus longtemps maintenant, Oui. 15 ans peut-être, même plus. Donc, Jayant, tu es devenu, alors j'ai regardé ta signature, mais tu préciseras ton titre, responsable, je dirais, recherche en intelligence artificielle à Airbus, responsable de l'axe intelligence artificielle, c'est ça? D'un département, en fait, le responsable du département d'intelligence artificielle du centre de recherche d'Airbus. Ok, voilà. Et donc, tu vas parler d'un travail plus technique, j'imagine, que être responsable du département. Donc, justement, sur la. Bah, enfin, voilà, je te laisse te présenter ton exposé, parce que là, il faut que je le traduise en français et j'ai peur de faire une bêtise. Pas de problème, il n'y a aucun souci. Alors, je vais juste partager. Normalement, ça devrait marcher comme ça. Vous devriez voir mes slides maintenant. Oui. OK. Donc, tout d'abord, merci aux organisateurs d'organiser cette journée et puis de m'avoir invité. Alors, effectivement, au moment de l'invitation, je n'avais pas encore ce poste, donc j'étais encore actif et dans le cadre notamment de Deal. Donc, on se connaît assez bien, enfin, on se connaît même très bien avec Grégory et Sébastien. Donc moi, en fait, effectivement, comme tu le disais, on se connaît depuis longtemps, puisque moi, je travaillais sur les incertitudes chez Airbus, et j'étais venu aux Journées des Stats présenter Open Terms en 2009, je crois. Donc voilà, et depuis, j'ai travaillé sur le pronostic, après plus sur le machine learning, et dans les 2-3 dernières années sur la certification du machine learning, et notamment donc, en étant détaché en partie dans Deal. Donc, je remercie Grégory et Sébastien d'avoir fait l'introduction, d'avoir présenté un peu globalement la problématique, parce que ça me sauve un peu du temps. Et bien sûr, une grosse partie de ce que je vais présenter est issue du temps passé à Deal et aussi en interne Airbus, mais il y a des contributions là-dedans. Et donc, oui, je suis effectivement le chef du département d'intelligence artificielle du centre de recherche d'Airbus depuis 2 mois, en fait. C'est assez récent. Donc, voilà. Donc, peut-être juste pour expliquer déjà pourquoi, en fait, on s'intéresse à cette problématique-là. Donc, déjà, on s'intéresse au machine learning pour les performances qu'on peut atteindre sur un certain nombre de tâches. Donc, soit par exemple pour remplacer des fonctions complexes qu'on va pouvoir embarquer. C'est un peu l'exemple que donnait Sébastien sur l'estimation de la distance de freinage, mais aussi après des choses plus, plus on va dire du domaine de l'IA avec l'analyse d'images, de texte, aussi des prises de décision automatiques. Donc là, c'est un peu plus général que le cadre, mais c'est des choses, voilà, on a besoin pour la compétitivité d'avoir plus de performance, aussi plus de sécurité, en automatisant un peu plus. Notre historique, nous, chez Airbus, avec le pilote automatique et les différentes automatisations qu'on a dans les avions, c'est que ça améliore la sécurité. Donc, on veut aussi améliorer la sécurité en implémentant un peu plus d'automatisation et d'autonomie. Aussi, nous, notre stratégie chez Airbus, elle est aussi de produire dans un avenir le plus proche possible des avions avec peu d'impact, voire pas d'impact sur l'environnement, notamment en carbone. Et donc, c'est des technologies qui vont qui vont potentiellement être plus chères que les technologies existantes. Et donc, on a besoin aussi de réduire les coûts opérationnels et donc tout ce qu'on peut gagner, notamment en réduisant le nombre d'opérateurs. C'est quelque chose qui nous aide aussi à introduire ces nouvelles technologies. Alors, pour ça, en fait, et donc bien sûr, nous, si on veut embarquer le machine learning, on a besoin de passer par la certification. Donc voilà, c'est ce qu'a très bien décrit Grégory juste avant. Donc nous, en fait, au niveau d'Airbus, en fait, on a un écosystème assez large avec, bon, je vais commencer par les instituts de recherche, puisque on vient d'en entendre parler avec Anity Deal. Bon, je note aussi, je mentionne aussi la chaire de Télécom Paris, Data Science and Artificial Intelligence for Digitalized Industry and Services. Et on est aussi impliqué dans Confiance.ai, qui est un gros projet qui vise un peu plus à l'industrialisation des méthodes
au développement d'environnements qui vont faciliter justement le développement de modèles basés données sûrs. Donc voilà, on a un peu toute l'échelle de TRL. Donc ça, c'est notre environnement de recherche. On collabore avec cet environnement pour justement nous aider à développer les méthodes, les outils pour nous permettre justement de faire cette certification et de comprendre vraiment tous les enjeux. On a en fait aussi évidemment les relations avec les autorités de certification qui mettent en place un certain nombre de guidelines qu'on doit suivre. Alors ces guidelines, elles se font en discutant avec la communauté, avec les académiques. Enfin, c'est un travail, on va dire, communautaire et collectif, mais bon, c'est l'EASA qui est responsable et qui, au final, fait les choix. Et donc, on travaille aussi avec ces autorités pour justement mettre en pratique les recommandations, les guides, et voir dans quelle mesure, en pratique, ça marche ou ça marche pas. On peut aussi peut-être avoir un regard un peu critique et proposer des améliorations. Et également des discussions avec notre écosystème, donc dans des groupes de standardisation. Alors, je cite Eurocay et SAE International, où en fait, on a 2 groupes qui travaillaient sur cette problématique et qui ont mergé. Bon, on n'est pas les seuls à avoir poussé à ça, mais voilà. Maintenant, ces groupes travaillent ensemble pour justement mettre en commun les cerveaux, les exemples et faire émerger un certain nombre de bonnes pratiques dans ce cadre-là. Voilà. Donc ça, c'est notre environnement. Alors, Grégory a présenté un peu l'ensemble des problèmes qu'on pouvait traiter. Donc moi, je vais focaliser sur un problème qui me tient particulièrement à cœur. Sébastien en a un tout petit peu parlé sur la partie de la robustesse au changement de distribution, qui pour moi en fait est important, et je vais expliquer pourquoi. Donc, dans le cadre classique du machine learning supervisé, donc on va chercher à partir de données étiquetées à apprendre la meilleure fonction dans une certaine classe, et meilleure au sens de la minimisation d'un risque. Et donc empirique, parce qu'on va l'estimer sur un certain nombre de points. Et donc, ce qu'on veut pouvoir démontrer, c'est que même si on l'a appris sur un jeu de données, on veut pouvoir se garantir que le modèle appris sera quand même bon en dehors de cet ensemble de points. Donc là, j'ai repris un schéma qui vient d'un document de l'EASA. Donc, voilà. Donc évidemment, l'espérance du risque, elle est difficilement accessible, donc on peut l'estimer. Donc typiquement, on va prendre des tests datasets qui sont différents du dataset d'apprentissage pour avoir une estimation un peu on va dire plus sûre, et sur lequel on peut avoir un peu plus de garanties. Donc évidemment, ces garanties, elles sont importantes pour s'assurer qu'en opération, on aura bien les performances attendues. Alors le problème en fait de ça, c'est que le cadre théorique que moi je connais, alors après, moi je suis pas un statisticien, Sébastien pourra confirmer ou infirmer ce que je dis, mais en fait, il y a quand même une grosse hypothèse, c'est qu'on part d'une distribution qu'on suppose, on suppose qu'il existe une distribution unique, et c'est grâce à cette distribution-là qu'on est capable d'avoir des garanties théoriques. Or, en vrai, le fait que cette distribution-là, elle existe, est particulièrement, moi je trouve c'est particulièrement douteux en fait, parce que c'est une hypothèse qui est assez forte, et je vais juste expliquer pourquoi. Donc, est-ce que le cadre que j'ai décrit précédemment est adapté au problème de certification, ou en tout cas au problème de certification que nous on a? Donc, en pratique, en fait, déjà, on peut se poser la question de comment on construit les données d'apprentissage. Et en fait, de mon point de vue, on raisonne plutôt en essayant de couvrir un domaine opérationnel qu'on peut caractériser, qu'on essaye de caractériser et de spécifier. C'est pas toujours facile, comme l'a expliqué Grégory avant, mais bon, imaginons qu'on est capable de le faire. En fait, on va pas tellement essayer de caractériser une distribution qui serait représentative des opérations, puisque
en fait, déjà, on veut le couvrir, même, voilà. Et puis, en plus, on se doute bien que vu qu'on veut que notre modèle il soit bon un peu partout, et même dans les zones où il n'y a pas beaucoup de points, parce qu'en fait, opérationnellement, on les explore jamais, on veut quand même être sûr, en tout cas avoir un certain nombre de garanties, que le modèle sera bon dans ces coins rares. Donc, on va augmenter voilà, ou par simulation, ou alors en faisant des campagnes de collecte particulières dans certains coins, on va dire, de l'espace des entrées. Et donc, là, de ce fait, la distribution d'apprentissage n'est plus cohérente avec une quelconque réalité opérationnelle. Donc, bon, et c'est pas aberrant hein, de faire ces choix-là. Donc, en gros, on va avoir un truc, alors c'est pas une distribution uniforme sur les entrées, hein, mais en tout cas, on va essayer de rendre un peu moins, enfin, un peu plus uniforme, on va dire, pour aller capter les cas rares. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il existe vraiment une seule distribution de test, une seule distribution des opérations réelles? Et en fait, ben, on peut argumenter que non. Si on regarde en fait, si en fait on s'intéresse à des cas un peu particuliers, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'aviation civile où je vais dire, je vais comparer. Je vais grouper le cadre opérationnel par compagnie aérienne. Donc voilà, bon, j'ai pris des clients au hasard dedans. Et en fait, ce qu'on peut se dire, c'est si on imagine que l'axe des abscisses représente par exemple des conditions environnementales, bon voilà, c'est évidemment très figuratif, hein, c'est très conceptuel, mais c'est facile de comprendre que une compagnie comme Emirates qui évolue au Moyen-Orient dans le désert va pas avoir les mêmes conditions opérationnelles et environnementales que Aer Lingus, par exemple, l'Irlande, qui est en Europe et dans un pays où il pleut quand même pas mal et où il n'y a pas beaucoup de sable et de désert. Donc, de vouloir en fait que le modèle soit bon dans tous les contextes, en fait, on voit ici on devrait en fait s'assurer que pour chacune des distributions caractéristiques des conditions environnementales de ces compagnies aériennes, on ait une performance qui soit assurée. Au-delà de ces différents profils d'utilisation, comme on l'a dit un peu précédemment, vu qu'on veut faire un peu du worst case scénario et donc de pouvoir s'assurer que même dans les cas rares ou les cas pires, qui généralement sont quand même rares, mais on voudrait quand même s'assurer que dans ces situations-là, le modèle réagit bien aussi. Et donc, on pourrait imaginer d'avoir des distributions un peu typiques pour faire du worst case scénario de ces cas-là. Et donc, encore une fois, on est dans un cas où, grosso modo, on n'a pas de distribution unique et que pour soit s'adapter aux différents contextes opérationnels ou aux différents cas un peu critiques, on doit considérer plusieurs cas de test. Et donc, évidemment, dans ce cadre-là, si la distribution d'apprentissage n'est pas la même que la distribution de test, les garanties qu'on avait avant, ça n'existe plus. Pour s'en convaincre, c'est encore une fois très schématique, hein, mais si j'ai une performance que je calcule sur une distribution d'apprentissage, la courbe verte, j'obtiens une erreur ou en tout cas une performance, une loss qui correspond en fait au niveau vert. Donc l'erreur locale va avoir tendance à ne pas être uniforme et plutôt privilégier les zones où il y a beaucoup de points, et là on aura des erreurs faibles, et puis les zones où il y a moins de points, on ne sait pas. Donc potentiellement, ça va être plus large. Donc si on a une distribution de tests qui évidemment va aller taper plutôt dans ces points-là, la performance va être très dégradée, et donc on ne peut plus vraiment faire de garantie. Donc un moyen pour essayer de réduire ce risque-là, ça serait, si possible, construire des modèles qui auraient des erreurs les plus uniformes possibles. Alors, évidemment, c'est un Graal, hein, c'est difficile à faire, hein, mais disons que si les erreurs sont bien uniformes, sont le plus uniforme possible, si on change la distribution sur les entrées, donc la distribution de test par exemple, l'impact sur l'erreur ou sur la performance sera moins grand. Alors, pour illustrer ça, pas pour illustrer, mais c'est des papiers, un papier
de Ducci et Namkung, donc qui sont de Stanford, qui justement en fait cherchent à faire exactement ça. Donc, à prendre des modèles qui ont une performance uniforme. Donc là, ils utilisent l'optimisation distributionally robuste. Alors, robuste distributionnellement, je ne sais pas je sais pas s'il faut préférer l'anglais ou le français dans ce cas-là. Et pareil, ce qu'a évoqué Sébastien. Et donc ça, je ne sais pas, en fait, je ne les connais pas plus que ça, donc je ne sais pas quelle est leur motivation, mais on peut imaginer que c'est proche de nos problématiques. C'est-à-dire de se dire, ben voilà, je veux que mon modèle il soit bon partout, enfin, sur l'ensemble du support des entrées, quoi. Voilà. Donc ça, c'est... donc voilà. Donc là, on se dit, faut essayer d'arriver à résoudre ça. Donc là, dans la présentation, je vais vraiment balayer 3 manières. Une qui va juste se contenter de regarder ce qu'on peut faire au niveau de la validation, donc sans vraiment trop regarder le modèle, ni changer, voilà, ni changer le training, ni changer le modèle. Une deuxième qui sera le robust learning, donc vraiment distributionally robust learning, où là, on intervient dans la phase d'apprentissage. Et un troisième qui est plus, enfin, un peu intermédiaire, donc ça pareil, c'est des travaux qu'on a fait dans Deal, où en fait, on va essayer de diagnostiquer les endroits où le modèle est faible, ou a des plus grosses erreurs. Et donc, ça pourra nous aider à enrichir ou à corriger les données ou le modèle, et pour réduire justement cette disparité et tendre vers une erreur, enfin une performance ou une erreur la plus uniforme possible. Donc, je vais commencer par la validation robuste. Donc, une idée, alors là, c'est vraiment hyper pragmatique. Et enfin, là, il y a vraiment pas beaucoup de cerveau qui a travaillé là-dessus. C'est juste de dire, en fait, on va construire plusieurs distributions de tests qui représentent ces contextes opérationnels, et puis on va tester de façon hyper empirique sur ces échantillons de tests la performance du modèle. Donc, là, ce qui n'est pas bien, c'est que, évidemment, on n'a plus vraiment, à ma connaissance, hein, encore une fois, je ne suis pas statisticien, donc je fais appel à vos connaissances pour confirmer ou infirmer ce que je dis. Mais donc, on a perdu, en fait, les garanties de généralisation. Donc, bon, ça, c'est pas très bien. Par contre, de manière un peu pratique ou empirique, on va pouvoir justement tester plusieurs scénarios différents, des cas pires, et aussi le risque, en fait, de tester sur une seule distribution qui serait une agrégation de l'ensemble des scénarios, c'est que, j'en ai parlé un petit peu avant, mais c'est pas efficace pour justement capter les cas spécifiques, les cas pires, et on pourrait avoir une fausse idée de la performance du modèle dans des cas un peu particuliers. Alors, je sais plus ce que je dis après. Ah oui. Alors, évidemment, c'est bien de dire il n'y a qu'à faire des tests distribution, mais la question, c'est comment on les définit, parce que c'est potentiellement, surtout sur des espaces de grande dimension, comme des images, du texte ou des choses, des données avec des grandes dimensions, c'est pas forcément simple. Ce qui est fait classiquement dans la certification de systèmes, on va dire plus traditionnels, c'est d'utiliser le jugement d'expert, le jugement d'ingénieur, ou le doigt levé, on va dire, où en fait on utilise notre connaissance pour savoir un peu quels sont, on a un a priori en tout cas sur les cas un peu pourris, les cas qui vont poser problème, et donc on peut définir un peu ça à la main. Ce qui est faisable quand on est en petite dimension, ce qui est un peu plus compliqué en grande dimension, donc il y a peut-être des choses pour aider de ce point de vue-là. Alors, si on veut aller un peu plus loin que juste de dire, construisez vous-même vos scénarios et puis on vous dira comment ça se passe, on peut se dire, peut-être, est-ce que je peux peut-être utiliser un peu d'optimisation pour trouver la distribution la pire, et donc comme ça construire un peu. Alors, évidemment, on ne peut pas prendre n'importe quelle distribution, puisque la distribution la pire, ça serait le Dirac sur le point de test le pire. Bon, voilà, mais bon, ça ne dit pas grand-chose. Donc, il faudrait se donner un cadre de test distribution dans lesquels on va travailler et chercher le cas pire dedans.
Bon, c'est un petit peu ce qu'on verra après sur la partie apprentissage. Là, on le ferait plus sur la partie validation. Après, d'autres idées, alors c'est peut-être plus farfelu, là, c'est vraiment des choses qui sortent de mon esprit, mais il n'y a vraiment aucun travail fait dessus, donc c'est juste une idée jetée en l'air. Ce serait de se dire, est-ce qu'on pourrait, plutôt que de faire une optimisation, de se dire, je vais tester de façon avec des distributions un peu tirées de façon aléatoire, pareil, au sein d'un groupe, et est-ce qu'on pourrait avoir des garanties en fonction du nombre de distribution qu'on va prendre. Bon, voilà. Enfin bon, c'est des idées comme ça jetées en l'air, mais en tout cas, il y a une vraie question qui se pose sur comment définir les bonnes tests distribution qui vont notamment couvrir les cas pires. Bon, sur les cas opérationnels, il faut un peu plus de gens d'experts à mon avis. Et puis la deuxième question, c'est dans ce cadre-là, est-ce qu'on est capable d'avoir des garanties? Parce que c'est sûr que pour passer à la certification, c'est quand même un peu plus sympathique si on a un joli article avec un vrai théorème, des preuves. C'est quand même plus classe, on va dire. Et surtout, en fait, on l'a vu précédemment, c'est que en fait, les théorèmes dont j'ai parlé, que j'ai évoqués précédemment, c'est des choses qui peuvent être invoquées par les autorités de certification. Mais le problème, c'est que voilà, les hypothèses du théorème ne sont pas toujours forcément facilement vérifiables en pratique. Donc ça, c'est sur la partie validation. Alors oui, alors pourquoi j'insiste aussi sur ce point, c'est que nous, là, on parle à chaque fois de cadres un peu généraux où on fait tout de end-to-end. On fait tout du début à la fin. On fait la collecte de données, on fait la spécification, la collecte de données, l'apprentissage, la vérification, la validation, on fait tout. En vrai, notamment quand on construit des avions, on va utiliser pas mal des équipements ou des systèmes ou des sous-systèmes qui peuvent être produits par des fournisseurs. Et donc nous, en fait, en tant qu'intégrateur, en fait, on se place presque directement au niveau de la validation. Et donc, si on ne veut pas rentrer le nez dans tout ce qu'a fait le fournisseur, parce que parfois le fournisseur peut considérer que c'est sa propriété intellectuelle, et donc la question c'est, nous on se place plutôt en mode validation, et si on a un moyen de valider de façon robuste la performance du modèle, en fait ça pourrait être suffisant. Donc c'est quelque chose qui peut être important, hein, parce qu'on n'a pas forcément la main sur l'ensemble des étapes du process. Donc ça c'est sur la partie validation. La deuxième, ah oui, alors j'avais des petites choses. Ah oui, juste, évidemment, en fait, tester des distributions différentes, en fait, un des moyens, à mon avis, mais il y a peut-être des limitations, vous en tant que statisticien, vous le saurez, mais on peut en tout cas faire des choses juste en pondérant différemment les points de test pour justement simuler en fait des distributions un peu différentes. Bon, et donc il y a peut-être moyen quand même de faire des choses. Oui. C'est peut-être faisable, quoi. Donc, voilà. Encore une fois, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les questions. Deuxième partie, plus sur la partie d'intervenir directement sur l'apprentissage pour que le modèle appris soit déjà intrinsèquement ou naturellement robuste à la training distribution. Donc c'est encore une fois quelque chose qu'a évoqué Sébastien. Donc il y a un domaine donc, qui s'appelle Distributionally Robust Learning ou Distributionally Robust Supervised Learning, où en fait, on ne va pas travailler juste sur la distribution d'apprentissage, mais sur une boule autour de la distribution d'apprentissage. Donc on appelle un ambiguity set, donc c'est un ensemble d'ambiguïtés, je ne sais pas comment on pourrait dire. Donc un ensemble de distributions, et souvent on fait une boule parce que c'est ce qu'on peut faire de plus simple. Et donc, le problème qu'on va chercher à résoudre, ce n'est pas juste de chercher à minimiser le risque sur un ensemble de fonctions, mais c'est de le faire dans le cas pire, dans le cas de la distribution la pire au sein de cette boule. Donc, c'est une manière justement de traiter ce problème de cas pire dont je parlais précédemment. Donc, bon, c'est très bien. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué à résoudre, hein, ça, on s'en doute. Mais il y a des choses qui existent avec des méthodes pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Alors, le problème que moi j'ai avec ça, c'est que en fait, la perturbation, donc la boule, en fait, c'est difficile de relier ça à des vrais scénarios opérationnels et d'avoir vraiment du sens à cette perturbation. Donc ça, c'est un peu embêtant.
Donc, on peut peut-être arriver à améliorer ça en se disant, bah, je ne vais pas juste faire une boule, mais peut-être qu'on pourrait faire des choses autour d'une transformation de la distribution initiale, et donc de donner une classe de distribution qui serait en fait une transformation paramétrée hein, de la distribution initiale. Donc ça, c'est des choses que j'avais vu des interactions intéressantes, possibles avec certains travaux, notamment ceux de Nathan Noiry et de ses collègues, dans la chaire de Télécom Paris, que j'avais trouvé intéressant. Il y a peut-être des choses à faire là-dessus. L'autre cas qui est encore plus simple, c'est, bon, bah là, en fait, si on revient au cas précédent, où on se dit, bah, j'ai un ensemble de missions, de profils utilisateurs, de CAPIR que je me donne, voilà, et bah, là, j'apprends le meilleur modèle dans le CAPIR à chaque fois. Donc, voilà. Et donc, par construction, on va dire, on a un modèle dont on s'assure d'un minimum de performance dans le CAPIR. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie apprentissage. Donc, c'est juste un tout petit peu plus d'explication par rapport à ce qu'évoquait Sébastien dans son balayage des différents problèmes. Donc ça, c'est... Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire Non, ben voilà, non, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce point. En plus, il faut que j'avance par rapport au temps. La troisième voie que je voulais introduire, c'était plus... Donc là, on est en cours d'apprentissage et on va en fait essayer de se poser la question de... Ben, j'ai appris... voilà, j'ai un ensemble d'apprentissage, j'ai appris mon modèle. Est-ce que je suis capable de détecter des faiblesses locales, des sous-parties en fait de mes entrées sur lesquelles le modèle est pas bon, quoi. Donc pour ça, en fait, on a proposé donc dans Deal alors un des critères, c'est si mon erreur elle est uniforme. Normalement, quelles que soient les transformations et la représentation que je vais avoir de mes données, normalement, mon erreur devrait être uniforme dans cette représentation-là. Et donc, pour essayer de chercher justement des représentations dans lesquelles on n'aurait pas uniformité, on construit plein de représentations différentes avec des représentations avec des caractéristiques, quoi. Donc, si on imagine sur des images, on peut faire des transformations avec des features qui viennent du computer vision classique autour des couleurs ou autour des formes, autour des textures. On peut aussi utiliser des features qui viennent de réseaux de neurones déjà appris sur ImageNet, par exemple. Et donc, ça nous donne une manière de construire des représentations. Au sein de ces représentations-là, on peut faire du clustering, parce que c'est une manière de regrouper les images qui se ressemblent. Et donc ça, voilà. Et une fois qu'on a fait son clustering, on applique des métriques. Alors, en fait, ça ressemble à un problème de fairness, hein, c'est-à-dire que de fairness, c'est qu'on veut que l'erreur du modèle ne dépende pas du cluster. Et donc, on va calculer l'erreur moyenne sur chaque cluster, ou une certaine caractéristique de l'erreur sur chacun des clusters, et on veut que ce soit uniforme et qu'il n'y ait pas de différence entre clusters. Si on trouve un cluster qui est moins bien, donc avec une erreur plus grande que le reste, il va falloir potentiellement corriger, et donc soit en fait ajouter des données pour que le modèle puisse mieux apprendre dans ces zones-là, ou alors corriger le modèle pour justement débiaiser comme on fait en fairness. Donc, une application qu'on a faite, c'est bon, une application qu'on a faite en appliquant ce principe-là sur des données d'images satellites. Donc là, c'est un classifieur, donc des images d'Eurosat. C'est un classifieur qui permet dont la fonction est de détecter des rivières ou des routes sur des images. Donc on a fait, donc là, vu qu'on montre qu'il y a un des clusters sur lequel il n'y a pas on n'est pas uniforme en termes d'erreur, on a besoin, on a besoin de le montrer que sur une seule représentation. Donc on a un certain nombre de pré-traitements, donc on passe dans un set de couleurs HSV, on construit un histogramme sur chaque image, et on fait une réduction de dimension de l'histogramme, considérant que c'est une fonction, quoi. Ça nous donne une représentation relativement compacte, en fait. Et dans cette représentation-là, on fait un clustering. Donc, je crois que c'est un spectral clustering, c'est ça.
Et on utilise le Silhouette Score pour calculer automatiquement le nombre de clusters. Donc, dans ce cas-là, c'est 3. Et les résultats sont les suivants. C'est qu'en fait, donc, on a un cluster majoritaire. Enfin, on voit les clusters sur la droite. Donc, c'est un gros cluster et 2 petits clusters. Donc, le gros cluster, lui, il a une erreur qui est, bon, on va dire, aux alentours de 5%, quoi. On a un cluster. Donc, c'est des images qui se ressemblent beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Et là, l'erreur, enfin, il n'y a pas d'erreur, quoi. C'est parfait. Donc, être minoritaire, c'est pas forcément un malus, hein, c'est pas forcément mauvais. Par contre, en fait, on a un autre cluster d'images où là, par contre, donc il y en a 200, on va dire. Et là, par contre, l'erreur, elle est très importante. Et donc là, on est vraiment dans un cadre où, sur une sous-partie des entrées, notre modèle, il est vraiment très mauvais. Donc, pour l'instant, en fait, ce qu'on peut juste dire, c'est que on connaît ces images-là, on peut les représenter. Et en fait, on a interprété ça par rapport à un phénomène météorologique qui fait qu'il y a un voile bleu qui se rajoute sur les images. Et ce voile bleu, il est plus difficile à prendre pour le modèle. Donc là, dans ce cas-là, on pourrait se dire il faut rajouter des images ou alors avoir un traitement spécifique pour ces images-là pour corriger le modèle et le rendre meilleur et plus robuste si jamais en fait on était dans une région du monde où ce phénomène était beaucoup plus présent. Donc voilà. Donc ça, c'est une petite illustration de ce que ça peut donner. Et donc grâce à ça, en fait, on serait un peu moins dépendant de la distribution. J'en arrive à ma conclusion. J'espère que je vous ai convaincu que l'hypothèse que la distribution d'apprentissage est la même que la distribution de test dans la vraie vie, c'est quand même pas évident à assurer, soit pour les approches worst case, soit parce qu'on a différents profils d'utilisation. On a besoin de moyens théoriques et pratiques pour démontrer, ou en tout cas s'assurer que justement nos modèles seront sûrs partout. Et donc, j'ai montré trois voies, mais il y en a certainement d'autres. Et surtout, le message, c'est évidemment, nous, on pousse ça dans les collaborations qu'on a déjà, mais je pense que c'est un sujet sur lequel il y a plein de choses à faire. Et donc, vous, en tant que statisticien, je vous invite, je vous encourage à travailler sur ces sujets-là parce que je pense que c'est des sujets importants. Voilà, je vous remercie et je suis. Merci beaucoup. Des questions. Merci beaucoup, Giant. Il y a eu quelques questions là intéressantes dans le Q&A. J'espère que je pourrai y répondre. Sinon, Sébastien, tu m'aides. S'il te plaît. Si c'est trop technique. Voilà, donc, et puis il n'y a pas que Sébastien, Kozoko, qui est la suivante. Vous parlez de performance uniforme sur les cas de figure observables, dans le sens où les performances seraient semblables pour tous les cas de figure, rares ou pas. Quelle métrique peut-on utiliser dans ce cas? Oui. Alors, je vais. Bon, à la limite, si on lui donne la parole, ce sera plus simple, parce que là, je suis en train de lire. Je ne sais pas si. C'est possible de donner la parole. Si on peut donner la parole. Parce que la question semble intéressante, en effet. Oui. Sinon, je peux la reposer. Hein. Oui, je veux bien que tu la reposes parce qu'il y a eu un problème de son et je n'ai pas bien compris. Bon, alors, en fait, je n'avais pas commencé à poser la question. Si tu ouvres le Q&A, Giant, tu la verras écrite. Hein. Ouais, donc effectivement. C'est plus simple. Bien vu. Bonjour. Attendez, je vais arrêter de présenter alors. Comme ça, Q&A. Bien vu. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous pouvez, c'est vous pouvez poser votre question. Oui, tout à fait. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention et merci beaucoup aussi aux intervenants précédents pour la précédente. Donc, du coup, vous parliez de performance uniforme, du coup, des modèles qui marcheraient aussi bien sur des cas rares que des cas fréquents. Je me posais une question relativement simple, qui est que la majorité des métriques qu'on utilise aujourd'hui pour quantifier les performances des modèles, ce sont des métriques du genre espérance, c'est-à-dire des choses qui vont être sensibles à la densité des données dans l'espace de départ. Donc, typiquement, si vous avez beaucoup de données à un certain endroit de l'espace, ça va avoir tendance à biaiser la métrique dans cette direction-là. Du coup, la question que je me posais, c'est qu'est-ce qu'on utilise comme métrique pour quantifier ce que vous présentez? Alors effectivement, soit en fait, je vais aussi renvoyer vers Sébastien qui en fait en a parlé dans la présentation précédente, mais soit en fait on se dit en fait je reste en moyenne parce que je veux
je reste en espérance par rapport à mon scénario. Mais par contre, je vais avoir plein de scénarios et je vais prendre le sup ou le max sur ces scénarios-là, d'accord, pour pouvoir avoir un CAPIR. Après, Sébastien, il a parlé aussi justement de ne pas considérer l'espérance, mais plutôt d'aller rechercher des performances avec grande probabilité. Donc plutôt voilà, des quantiles ou des choses comme ça. D'accord, mais au niveau des quantiles, ça va être la même chose. Si on prend une probabilité dans un intervalle de confiance à 95%, par exemple, ces métriques-là vont avoir tendance à privilégier de manière extrêmement importante les modalités où il y a beaucoup de données, les endroits où il y a énormément de données. Parce que Oui, là, tout à fait. c'est très facile de faire une prédiction avec un grand niveau de confiance dans ces zones-là. Et donc, les 5% qui est un peu ailleurs, qui peuvent être dans des zones un peu plus rares, ces cas de figure-là peuvent totalement tomber dans ces 5%. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, 5%, c'est effectivement peut-être pas le bon niveau, quoi. Et c'est pour ça que je pense que c'est plus pertinent. Mais moi, je pense qu'il faut, enfin, on peut faire les deux, hein, mais dans la prédiction conforme, c'est un peu ce qui est voulu, hein, c'est de pouvoir se dire, bah voilà, d'avoir une estimation de la confiance qu'on peut avoir, et donc quand ça grandit, c'est que le modèle est plus très sûr. L'autre moyen, c'est justement de considérer des scénarios différents et pas qu'un seul scénario, et de prendre le cas pire, enfin dans le cas des pires scénarios. Mais c'est une bonne question, enfin sur la question de la métrique, effectivement, c'est une bonne question. Et je pense voilà, les deux approches, à mon avis, sont faisables. D'accord. Alors, il y a d'autres questions, donc, parce que bon, j'imagine que là-dessus, on pourrait discuter longtemps. On n'a pas prévu une séance de questions extensive non plus. Donc, je ne sais pas si on peut donner la parole à Johan Valero, s'il vous plaît. Oui, je suis là. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, je vois que vous avez une question intéressante également. Ouais, alors en fait, depuis peu, il existe des réseaux de neurones qui sont par exemple les Liquid Time Constant. Ils viennent de sortir début 2021, fin 2020, où en fait, c'est surtout des réseaux récurrents où les hidden states, plutôt que de les calculer directement, on va calculer leur taux de variation à partir des données qui entrent. Ça fait qu'il y a d'abord la phase d'entraînement, mais ensuite sur le set de test et sur les données qui arrivent à la volée, le modèle va s'auto-entraîner en fait, et s'adapter à ces données, y compris si elles sont très bruitées. Du coup, je m'étais demandé ce que vous pensiez de ces modèles-là, et même si vous aviez pu les tester à l'occasion. Non, j'ai pas testé. Après, donc malheureusement, je peux pas vraiment avoir un avis. J'ai pas un avis pertinent sur sur ces trucs-là. J'ai même pas lu le papier, donc là, je peux même pas avoir juste un avis. Non, après sur le fait de prendre en compte des EDP au sein des réseaux de neurones, moi, je suis assez fan de l'idée venant de. Bah, moi, je suis mécanicien là-bas, je fais de la simulation numérique, de résolution d'EDP. Et puis les incertitudes, on le faisait sur des modèles physiques, quoi. Donc bon, moi je trouve ça pertinent. Après, enfin, les conséquences sur la certification, voilà, c'est encore c'est trop compliqué pour moi. Là, je peux pas répondre à cette question-là. Et puis enfin, ouais. Et le retour, l'expérience qu'on a sur ces réseaux-là, elle n'est pas non plus grande, donc voilà, ça demanderait d'être étudié. Mais merci pour la référence, parce que c'est typiquement le genre de choses que j'aime bien regarder. Moi, donc. Merci. Du coup. Alors, je sais que Sébastien a une culture bibliographique impressionnante, donc peut-être que Sébastien Gershinovic se connaît ça. J'aime bien passer la patate chaude comme ça. Elle est brûlante, cette patate. Non, malheureusement, j'ai pas trop d'avis sur la question, je suis désolé. Bon, c'est pas grave, on va passer à une autre question alors. Il y a Pablo Pablo a une question que je peux. Donc, il peut parler, je crois. C'est Pablo Mirales? Ouais, c'est moi. Ah, salut Jayan, ça va? Il n'y a qu'un seul Pablo. Le seul. Oui, donc en fait, tu as mentionné la possibilité de collecter plusieurs datasets de tests pour tester des différents scénarios. Mais jusqu'à quel point on retrouve un problème d'explosion combinatoire des différents scénarios de tests? Est-ce que c'est vraiment une solution applicable dans la pratique ou est-ce que ça devient impraticable très vite? Bah, en fait, alors je ne l'ai pas forcément bien présenté, mais bon, enfin, je ne sais pas si c'est pertinent, mais tu vois, on pourrait imaginer, si j'ai un dataset de train qui couvre le support de mes entrées, après, je peux changer le poids que je vais associer à chacun des points et ça me fait
à pas cher des distributions différentes, si tu veux. Donc, voilà. J'imagine qu'on pourrait faire comme ça, parce que sinon, c'est vrai que... Mais après, de toute façon, la collecte de données est quelque chose de compliqué. Parce que si on a plein de cas pires ou des cas qui sont un peu compliqués à les tester, à les collecter, mais on a quand même besoin de le faire, et c'est un vrai problème, hein, c'est sûr. Mais sur le fait de générer les scénarios différents, à mon avis, on peut se débrouiller avec un reweighting. Mais après, peut-être que Sébastien va me dire, mais non, en fait, c'est n'importe quoi. Non. Au contraire. Tu sais, les travaux de Jean-Michel là, sur Anthropic. Exactement, oui, tout à fait. Exactement. En fait, il modifie un peu la loi empirique donc d'apprentissage, mais de sorte à satisfaire des contraintes sur les moyennes ou sur des moments de la distribution. Donc, c'est un moyen de s'autoriser à changer la loi d'entrée, mais en ayant en cible, en ligne de mire, des changements en termes de moyenne ou de moment, de sorte à minimiser une certaine KL. Il y a une projection anthropique derrière. D'accord. Donc il y a moyen de faire malin juste en reweightant. Après, c'est comment on trouve les bons poids. Voilà, projection anthropique permet justement de partir de moments qu'on veut changer, et on a les poids qui vont avec, quoi. Tout à fait. Merci pour Merci la beaucoup. réponse. Merci. Eh ben, Alors, bon, il est 40. Ah, bon, si quelqu'un a une question vraiment importante, on la prend, mais bon, là, on a 10 minutes de retard. ouais, normalement, j'ai pas rajouté de retard, normalement. Non. C'est Donc, tout est notre faute, pas de souci. Non, mais comme ça, on peut avoir une petite pause, c'est ça qui est bien. Voilà. Donc, je Juste- sais pas. Oui, vas-y, Yannick. Non, c'est juste pour dire que si certains d'entre vous ont des questions qu'ils n'ont pas eu le temps de poser, on a une petite partie questions, discussion à Ah oui, la à fin. la fin. Tout à fait. J'ai vu qu'on avait raté quelques questions pour le premier exposé parce que j'ai pas vu les mains levées. Je ne sais pas si c'est ma faute. Enfin bon, peu importe. Donc on pourra en reparler là sur la question de l'explicabilité. On y reviendra à la fin, après l'exposé de Freddy Lecuet. Super. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Écoutez, pour vos questions et puis pour votre écoute. Voilà, donc je vous laisse aller boire un jus d'orange, aller manger des cerises. Vous avez 9 minutes, voilà, et on reprend à 15h50. Parfait, merci. Merci.